Avez-vous déjà pris l'avion à l'aéroport SKLE d'Amsterdam? La plupart des Européens le connaissent bien, puisqu'il s'agit du troisième aéroport le plus fréquenté de la région, après Londres Heathrow et Paris Charles de Gaulle. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une célèbre bataille navale s'est déroulée à l'endroit même où votre avion a atterri. La bataille de Ahrir en 1573. C'est vrai, cet aéroport était autrefois entièrement sous l'eau. En fait, une grande partie de ce pays plutôt intelligent était autrefois sous l'eau. 17% des terres que vous voyez sur cette carte n'existaient pas il y a 1000 ans. Alors, comment un pays peut-il faire surgir de nulle part de nouvelles terres? Comment peut-on lutter contre la mer et gagner? Et le plus remarquable, c'est que les Néerlandais ont réussi la plupart de ces exploits en n'utilisant rien d'autre qu'une technologie médiévale il y a plus de 800 ans. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez des vérités très surprenantes sur cette nation remarquable qui a toujours su tirer son épingle du jeu. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, qui a inventé les patins à glace? Si vous répondez le Canada ou la Russie, vous vous trompez. En fait, ce sont les Néerlandais. En fait, ce sont peut-être les Suisses qui ont inventé les patins à glace. Des patins à glace datant de 3000 ans avant Jésus-Christ, fabriqués à partir d'os d'animaux, ont été découverts dans un lac suisse. Les Écossais ont eux aussi leur mot à dire, puisqu'ils utilisent des patins pour naviguer sur leurs rivières gelées pendant l'hiver depuis près d'un millénaire. Mais on peut affirmer que ce sont les Néerlandais qui ont créé la première incarnation du patin à glace moderne au XIVe siècle. Ils ont créé des plateformes en bois, avec des lames de fer au fond, et c'est ainsi qu'est né l'art de tourner en public comme un vrai Pratt. Mais cette conception hollandaise datée n'est pas le fruit du hasard. Depuis que les hommes vivent sur ce petit bout de terre, ils se battent contre l'intrusion incessante de la mer. Les Pays-Bas sont le pays le plus bas d'Europe. Ce n'est pas pour rien qu'ils font partie de ceux que l'on appelle les Low Countries. 26% du territoire est situé sous le niveau de la mer, ce qui explique que la nation ait toujours été jalonnée de voies navigables. De nos jours, beaucoup d'entre elles sont artificielles, façonnées par des siècles d'ingénierie, mais au XIVe siècle, elles étaient en grande partie naturelles. Et en hiver, ces voies d'eau gelaient. À l'instar des Écossais, les Néerlandais ont donc créé des patins à glace pour naviguer plus efficacement dans les villes et les champs. La relation des Pays-Bas avec la mer a toujours été symbiotique. Elle a fourni à la nation certaines des terres les plus fertiles du monde. Ils ont également mis à profit leur connaissance de la mer pour construire l'une des plus formidables marines de l'histoire au XVIIe siècle, qu'ils ont utilisée pour conquérir des terres sur toute la carte et créer la société commerciale la plus précieuse de l'histoire, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Les Néerlandais et la mer sont peut-être des amis aquatiques aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi, car par une sombre journée de 1219, ces amis sont devenus des ennemis. Une inondation catastrophique a balayé les Pays-Bas, appelée la première inondation de Saint-Marcel. Oui, il y en a eu une autre. Elle a tué 36 000 personnes et dévasté des communautés entières. C'est à ce moment-là qu'ils ont su que quelque chose devait changer. La mer du Nord a toujours eu une dent contre les Pays-Bas. Lorsque le niveau de la mer a monté à plusieurs reprises dans le passé, de vastes régions du pays ont été inondées. C'est une histoire qui ne cesse de se répéter. Les Néerlandais avaient deux options. Soit ils acceptaient et laissaient leur patrie reculer sous les eaux, peut-être en se retirant sur des terres plus élevées, toutes les 322 mètres. Soit ils entraient en guerre. Évidemment, les Néerlandais étant les Néerlandais, ils ont choisi cette dernière option. Mais c'était une guerre qu'ils n'avaient pas le droit de gagner. On ne fait pas la guerre à la mer en espérant gagner. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ainsi qu'à partir de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, les Néerlandais ont combattu la mer. Lors de leur première escarmouche, leur arme de prédilection a été la digue. Les communautés ont construit d'énormes digues de sable et d'argile autour de leurs villages et de leurs terres agricoles. Ensuite, elles ont construit des barrages pour faire face aux petits bras de mer et aux rivières encombrantes. Le résultat de leurs efforts acharnés a été tout simplement révolutionnaire. Au lieu de perdre des terres au profit de la mer, les Néerlandais ont commencé à les récupérer. Au fur et à mesure que les digues et les barrages détournaient les vagues, les terres qui se trouvaient sous le niveau de la mer se révélaient à nouveau,
créant ainsi ce que l'on appelle des polders, de nouvelles sections de terre situées sous le niveau de la mer, des polders qui ont été utilisés pour l'agriculture et même pour la construction de nouvelles communautés. Il est incroyable qu'au XIIIe siècle, des hommes aient défié l'avancée de la mer pour découvrir de nouvelles terres et y construire des établissements permanents. Et une fois que les Néerlandais ont défié le déluge de la mer, ils l'ont même armé pour la défense nationale. C'est ainsi qu'est née la ligne de flottaison néerlandaise, une série de défenses aquatiques conçues au XVIIe siècle. En manipulant ingénieusement le niveau des eaux dans le pays, les Néerlandais pouvaient délibérément inonder des portions de terre, créant ainsi des barrières infranchissables pour les troupes ennemies. Ce système était remarquablement efficace et a été utilisé jusqu'au XIXe siècle, protégeant le cœur du pays derrière un bouclier d'eau. Bien entendu, l'entretien de ces digues et barrages pour s'assurer que l'eau ne passe pas au travers exigeait un énorme effort public. Les Néerlandais ont donc créé les Waterschappen, des conseils locaux chargés de l'entretien des digues, des barrages et des voies navigables. Les Waterschappen avaient même le pouvoir de lever des impôts auprès de la communauté locale pour financer ces travaux. La Waterschappen est l'une des plus anciennes institutions démocratiques collectives au monde, et elle est toujours en activité aujourd'hui. En fait, la gestion de l'eau est tellement liée à l'histoire et à la culture néerlandaise qu'elle constitue la base de leur système politique. Permettez-moi de m'expliquer. Historiquement, la politique néerlandaise repose sur une philosophie coopérative. Les décisions et les lois ont toujours été prises en recueillant d'abord l'avis de toutes les personnes concernées, quel que soit leur niveau social. Cette philosophie a même des répercussions sur la culture d'entreprise. Avant d'adopter de nouvelles politiques, les entreprises consultent l'ensemble du personnel, même la personne qui nettoie les toilettes. Ce système de valeurs porte un nom, le modèle polder. Il est ainsi nommé parce que lorsqu'il s'agit de décider où et comment construire des digues et des éoliennes, il a toujours été important de consulter la communauté locale et de s'assurer que les nouvelles infrastructures n'auront pas d'effet négatif sur une personne ou une famille en particulier, ou sur leur exploitation agricole. Malheureusement, le modèle des polders n'a plus la cote dans la société néerlandaise moderne. Les décisions, tant politiques que d'entreprise, étant prises du haut vers le bas, comme c'est le cas en Amérique. Les digues ont constitué un progrès considérable, mais il arrivait qu'elles soient rompues. Lors des tempêtes, la mer se mettait à gonfler et inondait les polders, tandis que les fortes pluies les remplissaient. Les Néerlandais ont donc construit des moulins à vent. Plus de moulins à vent qu'il n'en faut pour agiter un stroopwafel. Alors que dans la plupart des pays européens, les moulins à vent servaient à moudre le grain aux Pays-Bas, ils étaient conçus pour pomper l'eau des polders, en grande quantité. Il est difficile d'exagérer l'importance des moulins à vent pour les Néerlandais. À la fin du XIXe siècle, près de 9000 d'entre eux avaient été construits dans tout le pays. Aujourd'hui encore, ils sont très répandus, avec plus de 1000 exemplaires conservés. Mais au XXe siècle, le travail des moulins à vent a été progressivement remplacé par des pompes à vapeur, puis diesel, et enfin, électriques. Au XXe siècle, les Néerlandais avaient accompli beaucoup de choses, bien plus que toute autre nation avant eux, dans le domaine de la gestion de l'eau. Mais ils aspiraient toujours à plus. Plus de terre, plus d'agriculture, plus de tulipes, plus de Néerlandais. Au cours des 600 années précédentes, ils avaient mené des escarmouches locales avec la mer, et leur taux de victoire était impressionnant. Mais chaque fois qu'ils demandèrent la paix, la mer se retirait, reprenait des forces, et revenait avec une férocité renouvelée. Dans un dernier élan, les Néerlandais ont donc décidé de damner plus fort qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Ils ont conçu un barrage si terrible qu'ils condamneraient la mer à la damnation éternelle. En effet, les Néerlandais ont toujours eu un petit morceau de terre qui leur manquait, le Zuiderzee. Il s'agissait d'une baie naturelle peu profonde, large de 30 miles et pénétrant sur 60 miles au cœur des Pays-Bas. Le Zuiderzee a été le théâtre de quelques batailles notables, notamment celle de la bataille du Zuiderzee, au cours de laquelle les Néerlandais ont vaincu les Espagnols en 1573. Mais il a également été la cause de nombreuses inondations catastrophiques au cours des siècles. C'est ainsi qu'en 1927, la construction de l'Afsluitdijk a commencé. Il s'agissait, et il s'agit toujours,
de l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. L'objectif était de construire un barrage et une chaussée s'étendant sur 20 miles au-dessus de cette section de la Zuiderzee, coupant ainsi une énorme vague d'eau de la mer des Wadden et ce faisant, reliant deux extrémités du pays par une route. Après son achèvement en 1932, l'Afsluitdijk a transformé l'eau salée de la Zuiderzee en un nouveau lac d'eau douce appelé IJsselmeer. Pendant longtemps, elle a été la plus longue digue du monde, mais elle n'a été dépassée que récemment par la centrale marémotrice du lac Siwa, en Corée du Sud, qui fait 1 kilomètre de plus. Dans le nouveau lac IJsselmeer, des choses incroyables se sont produites. Certaines zones ont été désignées comme réserves naturelles et d'immenses polders ont été créés, comme le Flevoland et d'autres, ajoutant collectivement près d'1 demi-million d'acres de terres fertiles au pays. Le nord du pays était donc sous contrôle, du moins pour l'essentiel. Mais dans le sud du pays, les choses sont sur le point de passer du pas terrible à l'horreur en l'espace de seulement 24 heures. Le samedi 31 janvier 1953, une forte tempête a provoqué l'inondation d'une grande partie des Pays-Bas, de la Belgique et du Royaume-Uni par la mer du Nord. Aux Pays-Bas, 1835 personnes ont été tuées, 70 000 ont dû être évacuées et 10 000 bâtiments ont été complètement démolis. Les Britanniques ont réagi en construisant l'impressionnante barrière de la Tamise, mais il ne s'agit pas ici d'une vidéo sur la Grande-Bretagne. Aux Pays-Bas, on est allé encore plus loin. Non seulement ils ont complètement reconfiguré le paysage de leur pays, mais en fait, ils ont examiné tout le littoral des provinces de Zélande et de Hollande méridionale et se sont dit « Alors oui, rien de tout cela n'est bon du tout. Refaisons tout à partir de zéro. » C'est ainsi qu'en 1954, le Parlement néerlandais a adopté la loi sur le delta, qui prévoyait la construction du projet le plus ambitieux jamais réalisé dans le pays, les travaux du delta. Une série de barrages, de digues, d'écluses et de levées, qui allaient changer à jamais la dynamique et le paysage de cette région importante, tout en améliorant considérablement la sécurité des habitants de Zeeland et de Hollande méridionale. Au départ, la commission des travaux du delta, nouvellement créée, souhaitait que les ingénieurs construisent des défenses contre les inondations qui ne s'effondreraient qu'en cas d'événements météorologiques survenant une fois tous les 125 000 ans. Cet objectif s'étant avéré totalement irréaliste, les attentes ont été revues à la baisse et ramenées à 1 an sur 10 000, ce qui reste un excellent système de défense contre les inondations. Pour atteindre cet objectif, un laboratoire de simulation des inondations a été construit. À l'époque, avant la modélisation informatique, pour modéliser quelque chose, il fallait construire un modèle. C'est donc exactement ce qu'ils ont fait. Au milieu d'une forêt, en utilisant un cours d'eau existant pour simuler la mer, ils ont construit le Waterloop Bos, c'est-à-dire la forêt des cours d'eau, une série de digues, de barrages, de vannes et d'autres infrastructures construites en béton. Et ils avaient bien prévu leur coup, car une fois le projet grandeur nature achevé, non seulement il a permis de protéger amplement des millions de Néerlandais, mais les travaux du delta ont été couronnés par le titre de 7e merveille du monde moderne. Et ce titre est bien mérité. Delta Works comprend un grand nombre d'éléments individuels, et chacun d'entre eux est parfaitement planifié, placé et assemblé. Mais le plus remarquable est l'Oosterscheldekering, ou en anglais, la barrière anti-tempête de l'Escaut oriental. Il s'agit de la partie la plus coûteuse des travaux du delta, et sa construction a duré une dizaine d'années. D'une longueur de 5,6 miles, c'est une structure absolument colossale et une véritable merveille d'ingénierie. Il ne contient pas moins de 62 portes en acier, chacune d'une largeur de 42 mètres. Mais je dois aussi accorder une mention spéciale au Maeslandkring, composé de 2 portes de 210 mètres de long qui peuvent pivoter pour se fermer et fermer la mer. Il s'agit de l'une des plus grandes structures mobiles au monde, qui protège l'entrée principale du port le plus actif d'Europe, Rotterdam. La barrière utilise en fait des algorithmes informatiques écrits dans un demi-million de lignes de code pour décider quand elle doit se fermer et quand elle doit se rouvrir. Si vous vous rendez à seulement 8 km de Maeslandkring à l'intérieur des terres, vous trouverez une autre merveille d'ingénierie qui mérite d'être mentionnée. Il s'agit du Rosenburg Windwall, construit le long du Kalandkanal. Ce port incroyablement actif oblige les énormes porte-conteneurs à passer par une ouverture très étroite
dans un pont qui s'élève. Et comme les Pays-Bas sont plats, il peut y avoir beaucoup de vent à cet endroit. Il est donc très difficile pour les énormes porte-conteneurs de se faufiler dans cette aiguille très étroite. Les Néerlandais ont donc décidé d'aller se faire voir et ont construit une série de dalles de béton de 125 mètres de haut pour arrêter le vent. Ils avaient déjà arrêté la mer. Je suis presque sûr que si cela les gênait, les Néerlandais trouveraient un moyen d'arrêter aussi la gravité. Il ne fait aucun doute que tous ces barrages et ces digues ont changé à jamais la vie des Néerlandais. La création de polders a permis d'ajouter d'immenses étendues de terres arables au pays. Mais il ne s'agissait pas de terres agricoles ordinaires. Il s'agissait de polders, c'est-à-dire de terres situées sous le niveau de la mer, ce qui leur conférait un énorme avantage. Leur sol, enrichi par des siècles de sédiments aquatiques, était incroyablement fertile, parfait pour l'agriculture. Et grâce au vaste réseau de canaux et de fossés, l'irrigation était un jeu d'enfant, littéralement. Il suffisait d'appuyer sur un interrupteur ou de tourner une vanne pour que l'eau soit acheminée en quantité suffisante, précisément là où elle était nécessaire. Les cultures des polders n'étaient donc pas seulement abondantes, elles étaient aussi de meilleure qualité. L'impact de ces terres récupérées sur l'agriculture néerlandaise a été tout simplement phénoménal. Prenons l'exemple de l'industrie laitière. Les Pays-Bas, bien qu'il s'agisse d'un petit pays, sont l'un des plus grands exportateurs de produits laitiers au monde, grâce aux herbes luxuriantes et riches en nutriments qui poussent dans ces polders. Les vaches y produisent des quantités de lait par animal, parmi les plus élevées au monde. Il en résulte un gouda d'une belle onctuosité, exporté dans le monde entier. Saviez-vous que le gouda est fabriqué aux Pays-Bas depuis 1184, ce qui en fait la plus ancienne catégorie de fromage au monde, toujours fabriqué selon la même recette? Au fait, avez-vous déjà vu ce parking à vélo flottant à plusieurs étages à Amsterdam? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à Rotterdam, il y a aussi une ferme laitière flottante qui abrite 32 vaches. Les Néerlandais sont passés maîtres dans l'art de la culture sous serre, une technologie qui se marie parfaitement avec les espaces plats et ouverts des polders. Ils ont fait de leur pays l'un des plus grands exportateurs de légumes au monde. Les tomates, concombres et poivrons cultivés ici se retrouvent dans presque tous les supermarchés de presque tous les pays d'Europe et d'ailleurs. Mais les exportations pour lesquelles les Néerlandais sont les plus connus ne peuvent être appréciées que d'en haut. Jetez un coup d'œil à ces images de drones montrant des terres agricoles françaises. Voici une image similaire de terres agricoles néerlandaises. Regardez ces couleurs spectaculaires. Ce pays est absolument couvert de fermes de tulipes. Les Pays-Bas produisent 90% des tulipes du monde. Pendant la Renaissance, les Pays-Bas se sont enrichis grâce à l'exportation de tulipes dans toute l'Europe. Les riches aristocrates européens considéraient les tulipes comme un signe de richesse et les achetaient donc en grand nombre. La demande dépassant l'offre, le prix des tulipes est monté en flèche. À un moment donné, une seule tulipe valait plus qu'une petite maison. Cet épisode est connu sous le nom de manie des tulipes. Certains économistes considèrent qu'il s'agit de la première bulle boursière de l'histoire moderne. Jusqu'à ce que, comme toutes les bulles, elles finissent par éclater en 1637, lorsque le prix des tulipes a chuté d'une falaise. Oh, attendez, il n'y a pas de falaise aux Pays-Bas. Et saviez-vous qu'il n'y a pas que les tulipes que ce pays produit par milliers? 44% des fleurs du monde sont cultivées aux Pays-Bas et 77% de tous les bulbes de fleurs proviennent de ce pays. Les Pays-Bas sont en quelque sorte le magasin de fleurs du monde, et ce grâce aux polders riches en minéraux que les Néerlandais ont eux-mêmes créés. Les Néerlandais ont été de véritables pionniers dans le domaine de la gestion de l'eau, à tel point qu'aujourd'hui, les ingénieurs néerlandais sont régulièrement consultés sur des projets de gestion de l'eau dans presque tous les autres pays. En transformant ce qui était autrefois la mer en l'une des terres les plus productives de la planète, les Néerlandais n'ont pas seulement récupéré des terres, ils ont récupéré leur destin, faisant de leur pays un titan de l'agriculture respecté et admiré dans le monde entier et rapportant au pays des tonnes d'argent. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.